Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr, où que vous soyez sur la planète, vous pouvez nous recevoir si vous le souhaitez. On reçoit tout de suite Christophe Fonfred, c'est le directeur du Parc Marin. Christophe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a plein de questions à vous poser sur le Parc Marin, bien évidemment. Déjà, on va parler de chez nous. Le lagon et le classement UNESCO, est-ce que on y est est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y être? Merci de m'avoir invité. Avec grand D'abord, plaisir. c'est vrai que le Parc Marin, lors de son dernier conseil de gestion, a décidé de travailler sur une inscription sur une autre liste de l'UNESCO qui est pas très connue à Mayotte, qui s'appelle les réserves de biosphère de C'est quoi l'UNESCO. exactement ça? Donc une réserve de biosphère, c'est des hommes dans un écosystème. Vous n'êtes pas sur une inscription au patrimoine mondial, c'est une autre liste. Vous êtes vraiment, vous prenez une zone où il y a aussi peu que possible de pression humaine. Des gens se réunissent, décident de la manière dont ils veulent travailler tout en préservant l'environnement. Ils vont écrire la manière dont ils veulent travailler, les activités qu'ils veulent privilégier, celles dont ils ne veulent pas. Ils vont écrire tout ça. Il y a des experts de l'UNESCO qui vont venir expertiser tout ça pour voir si ça correspond avec, la protection du lagon. Et si tout ça fonctionne, l'UNESCO va accepter d'inscrire tout ou partie du lagon et de la terre, parce que c'est aussi une partie terrestre du lagon donc de Mayotte, sur cette liste des réserves de biosphère. Et ça englobe les projets économiques également? Tout à fait, c'est du développement économique qui permet de protéger en même temps l'environnement. Ça va être du tourisme à taille humaine avec des pensions qui vont être des bungalows qui vont être installés par les gens qui habitent le long de la côte, qui vont construire 2 ou 3 bungalows par famille, au lieu d'avoir un hôtel 5 étoiles avec des pilotis sur l'eau. Donc tout ça couplé avec une stratégie de communication pour créer de la richesse autour de ce label. Est-ce que le projet Caribus s'intègre à ce genre de plan, par exemple? On parle de lagon, là qui dit lagon, dit mangrove, projet économique. Il y en a un gros là qui concerne un petit peu donc la mangrove. Est-ce que ça peut s'intégrer là-dedans? Alors les réserves de biosphère, le principe essentiel, c'est un zonage. Vous avez un zonage avec 3 zones. Une zone où vous avez de la protection forte qui sert en fait de réserve pour tout le reste. Une zone où vous avez du développement durable. Et une zone où vous avez des gens qui habitent et il faut bien qu'ils puissent se déplacer, etc. Donc, si tout ça est cohérent avec un plan d'ensemble, un projet raisonnable peut tout à fait intégrer, et pourquoi pas Caribus. Si vous voulez qu'on parle de Caribus, on pourra, le conseil de gestion du Parc Marin a étudié ce dossier-là. D'abord, il a donné un avis favorable au projet Caribus, parce que remplacer des voitures par des bus, c'est quand même, pour les gens qui se déplacent, ça peut être intéressant, mais aussi en termes d'environnement, voilà, c'est moins d'essence qu'on brûle, c'est moins de pollution. Mais donc, on va quand même bouffer un demi-hectare de mangrove. Voilà, donc ça a quand même des impacts. Donc, si l'avis est favorable, après, il y a une démarche quand vous faites des projets qui concernent l'environnement. D'abord, vous devez essayer d'éviter au maximum d'avoir un impact. Donc, le conseil de gestion du Parc Marin, il a regardé si effectivement il n'y avait pas d'autres solutions. Objectivement, c'est vrai que c'est un peu compliqué de passer ailleurs. De contournement. Voilà. Ensuite, une fois que vous pouvez pas si vous pouvez pas l'éviter, vous devez essayer de réduire. C'est-à-dire, si vous êtes obligé de couper de la mangrove, vous essayez d'en couper le moins possible. Donc c'est là où le Parc Marin il a pu donner quelques avis, quelques conseils aux services instructeurs en disant il y a peut-être des endroits où on pourrait en enlever un peu moins, mais enfin ça remet pas le projet en cause. Le projet il reste cohérent, il reste valable. Et ensuite, si vous n'avez pas pu réduire, vous êtes obligé d'en couper un peu, ce qui est le cas. Et voilà, il faut compenser, c'est-à-dire soit vous en plantez ailleurs, soit vous allez acheter une mangrove et la mettre en protection forte, soit vous allez avoir une action concrète sur l'environnement. Et alors, il y a des règles savantes faites par des scientifiques qui vous disent si vous coupez un demi-hectare, il vous faut telle compensation minimum. Donc le Parc Marin, il dit ça. Il dit respectons, évitez, réduire, compenser. Tout simplement. Vous avez bien étudié ce dossier, peut-être certainement plus que nous du reste. Est-ce qu'il y aura un impact clairement sur la mangrove? Si on perd un demi-hectare de mangrove, quel va être l'impact sur la vie de la mangrove? La mangrove, donc, ça a plusieurs rôles. Ça protège la terre de la mer et ça protège la mer de la terre. Voilà. Et puis, ça sert de zone de nurserie pour les poissons. Donc, la surface est réduite.
c'est regrettable, mais si on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas l'éviter. Donc il y aura quand même une conséquence forcément. On pense que la surface est suffisamment réduite pour que ça n'impacte pas la population de poissons dans son ensemble. Et si on compense en remettant en valeur de la mangrove à côté en meilleure santé, l'idée dans la compensation, c'est bien qu'en fait, cet impact sur le rôle de nurserie soit fait par une autre mangrove qui est aujourd'hui un peu dégradée, qu'on remettrait en valeur. Ouais. Après, pour ce qui est de la protection de la terre vis-à-vis de la mer et de la mer vis-à-vis de la terre, eh ben là, vous avez des ouvrages, des digues, la route, la manière dont elle est construite, etc. Et là, il y a aussi un point de vigilance sur les eaux d'écoulement. Il y a souvent quelque chose qui est assez mal perçu, c'est-à-dire que le lagon, c'est un réceptacle, en fait. Le parc marin s'occupe du lagon, excusez-moi, mais qui devient marron par moment. Voilà, en ce moment, on a pu le constater. Et ce marron, bon, on arrive, mais en fait, c'est pas drôle pour les coraux, hein. Ça les étouffe, les poissons ont des impacts. Voilà. Donc, le parc marin, il est légitime quand il dit faisons attention avec l'écoulement de l'eau. Donc un projet de réaménagement avec des routes, etc. Les exutoires doivent être bien conçus. Et si en même temps on pouvait traiter, ce qui n'est pas l'objet forcément de Caribus, mais on attire l'attention de tout le monde en fait sur le fait que simplement organiser l'écoulement de l'eau, ce qui est le cas de la plupart des projets, c'est une bonne chose, ça va éviter le ravinage, etc. Mais en même temps, il faudrait ralentir la vitesse de l'eau parce que c'est la vitesse de l'eau en fait qui fait l'érosion, etc. Donc il faudrait qu'on ait des actions comme ça. Mais là, on parle à l'échelle de tout Mayotte, de tous les projets. C'est pas simple. Voilà. Donc, c'est des points de vigilance, mais qui ne remettent pas en cause le projet. J'insiste là-dessus. Hein. Christophe, on parle des projets. Vous n'êtes pas positionné, quand je dis vous, c'est le parc marin, hein, évidemment. Vous n'êtes pas positionné sur la piste longue de manière officielle. Quel est le regard du parc marin sur ce projet de piste longue? On ne nous a pas interrogé. Le parc marin n'a jamais Je le fais. Bah oui, sauf que je n'ai pas de dossier. Non, mais alors, je rejoins un peu la question de Patrick. C'est vrai qu'à l'époque, on avait le sentiment, en tout cas la population avait le sentiment qu'aujourd'hui, le parc marin se positionnait par rapport à ce projet en disant non parce qu'on allait toucher aux quelques espèces de dugongs qui nous restent à Mayotte. Donc forcément, au niveau de la population, c'était mal perçu. Est-ce que ça, c'est arrivé jusqu'à vous? D'abord, on n'a pas eu de dossier, donc on ne s'est pas positionné. Ensuite, quand on sera interrogé si on l'est, on appliquera la même méthode, c'est-à-dire est-ce qu'on peut éviter? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire la piste ailleurs? Voilà, le dossier nous dira. J'ai cru comprendre que c'était compliqué de la faire ailleurs. Si on ne peut pas la faire ailleurs, on regardera, est-ce qu'on réduit son impact au maximum? C'est-à-dire, est-ce que dans les travaux, on va essayer de mettre le moins de remblais possible? Est-ce qu'on va essayer de faire le mieux possible, en fait? Et l'impact qu'il y aura eu, est-ce qu'on va le compenser ailleurs en remettant en valeur de la mangrove ailleurs, du récif à côté, en travaillant sur des espèces? Voilà. Si cette démarche-là elle est respectée, le parc marin se positionnera. Voilà. Après, l'intérêt général, tout le monde comprend l'intérêt général. C'est un peu l'image qu'on a qu'on a certainement à tort, hein, du parc marin qui est contre tout. Dès qu'il y a un développement économique, c'est non, on ne touche pas à la mangrove. En fait, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Le parc marin, il est là pour attirer l'attention des décideurs. Évidemment, il y a des choses qu'il faut faire. Mayotte doit se développer. On ne va pas habiter dans des cases, dans des grottes. Dans des grottes, voilà. Je veux dire, moi, j'ai pas, vous non plus, personne n'a envie. On a envie de se déplacer en bus. On a envie de se déplacer, voilà. Donc c'est légitime. La question, c'est comment on le fait. Le parc marin, son boulot, c'est ça. Est-ce qu'on le fait correctement? Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui préserve l'avenir? Ou ce qu'on fait aujourd'hui met en danger l'avenir? C'est ça le rôle du parc marin. Donc si la piste d'aviation, on ne peut pas la faire ailleurs, je ne peux pas préjuger, je n'ai pas le dossier, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait d'opposition. Christophe, notre lagon aujourd'hui, il est dans quel état? Est-ce qu'il y a vraiment danger pour notre lagon? Écoutez, il n'est pas en si mauvais état que ça. Il n'est pas en si mauvais état que ça. Mais par contre, ça ne s'améliore pas, quoi, hein, pour employer un euphémisme. Les suivis qu'on faisait il y a 10 ou 5 ans étaient quand même beaucoup plus favorables qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est dans un état moyen. Il y a 5 ou 10 ans, il était dans un bon état. Et j'imagine qu'il y a 25 ans, à l'époque, on ne faisait pas de mesure, il était dans un très bon état.
Il a un atout quand même. Ce qui le sauve un petit peu de la pression, c'est le marnage. Vous savez qu'entre la marée haute et la marée basse, il y a 4 mètres de différence. Ce qui veut dire que votre lagon, il y a pratiquement 20% de l'eau qui est changée tous les jours. C'est ça. C'est un peu ça. Alors, on pollue l'extérieur du lagon, c'est pas bien. Mais pour le lagon, c'est un petit peu ce qui le sauve. Il y a encore des endroits du lagon, moi j'ai plongé un peu partout sur la planète et j'ai plongé bien sûr dans le lagon de Mayotte et il y a des endroits qui sont de très très grande qualité, qui sont. Il y a le récif Frangeant notamment à certains endroits qui est quand même très très beau. Le fait que l'interdiction de la pêche au fusil soit bon an mal an quand même plus ou moins respectée. C'est respecté. Bah oui, on voit quand même des gros individus, des gros poissons comestibles près du bord. Genre les mérous par exemple. Bah oui, il y a des mérous près du bord. Vous en voyez pas partout dans le monde. Il y a des endroits près du bord, il n'y a pas un poisson de plus de 10 cm qui s'approche. Donc la bouteille est quand même à moitié pleine, à moitié vide. Mais c'est vrai que ce qui est inquiétant, et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille tous, et c'est le travail de tous, c'est le mien, c'est le vôtre, c'est celui de tous ceux qui nous écoutent, c'est d'essayer de ne pas acheter de bouteilles en plastique, parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est essayer de faire les choses bien, chaque fois qu'on peut. On ne peut pas toujours, mais quand on peut, dans les pratiques agricoles, dans la manière dont on aménage, dont on se comporte sur le lagon. Voilà, on est tous, c'est notre lagon, c'est le lagon des Mahorais. Il laisse que les Mahorais en font. Donc, il est sur une pente, vraiment, on sent qu'il y a de la pression, mais en même temps, l'impression que j'ai, c'est qu'on a une période charnière pour Mayotte quand même. C'est-à-dire que si on arrive à construire des stations d'épuration, si on arrive à changer le comportement des gens dans la manière dont ils gèrent les déchets, etc. Si on arrive à... Donc il y a encore moyen, alors on a le droit d'y croire. Moi j'y crois, moi j'y crois. Mais vraiment on est à une période charnière. Faut pas se rater là. Là, faut pas se rater. Là, je crois qu'on a les 5-10 ans qui viennent. Si on se rate pas, c'est qui tout double. C'est un peu qui tout double. Donc, alors il y a un autre... une autre réserve naturelle qui se situe du côté de Moélie. Il y a de la coopération régionale qui se met en place. Et là, au sein de la rédaction de Coésie, quand on a entendu ça, on s'est dit mais dans une pipe, c'est génial parce que c'est de la vraie coopération régionale. C'est pas à sens unique. On a besoin de ce qu'on peut trouver là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? À quoi ça va nous servir à nous, cette réserve naturelle de Moélie? Oui, écoutez, Moélie a des choses à nous apprendre. Ça va peut-être vous surprendre. On dit souvent que c'est Mayotte il y a 40 ans. Écoutez, j'étais pas là il y a 40 ans, mais en tout cas, Moélie a des choses à nous apprendre. On a des échanges très concrets avec eux. C'est-à-dire que ils sont venus voir ce qu'on faisait, on a formé certains de leurs agents. Et c'est quoi, c'est un parc marin là-bas? C'est une réserve naturelle, à la fois terrestre et marine, mais avec un lagon relativement important, avec une pression effectivement d'urbanisation plus faible qu'à Mayotte, etc. Donc c'est sans doute pour ça que ça ressemble à Mayotte il y a 40 ans, et avec une structure villageoise encore très cohérente et à une société encore qui fonctionne encore sur des modèles qui ont quand même fonctionné pendant très très longtemps de manière correcte pour le lagon. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Un exemple, les réserves de biosphère. UNESCO, on en parlait en début d'entretien. L'inscription sur la liste des réserves de biosphère UNESCO. On fait un zonage, zone protégée, zone où on a du développement durable et les zones où on habite, il faut bien qu'on aille aux toilettes, il faut bien qu'on mange, il faut bien qu'on se déplace. Voilà. Donc tout ça, ils l'ont fait en fait. Et ils ont écrit des règles de fonctionnement. Ils ont des villages qui travaillent sur la protection des tortues, etc. etc. Et quand j'ai discuté avec le directeur du parc de Moélie, moi je lui ai parlé de cette idée d'inscrire tout partie du lagon et de la terre de Mayotte en réserve de biosphère. Il m'a dit mais je vais déposer un dossier pour Moélie le mois prochain. Ça s'est fait comme ça dans mon bureau. On a échangé sur les pistes de... Presque par hasard, quoi. Mais oui, on a échangé sur les pistes de coopération qu'on pouvait avoir entre nous. Et il me dit, j'ai tel expert d'UNESCO qui est venu, et sur mon bureau, j'avais la carte de visite du même expert que je connaissais moi-même parce que j'avais travaillé avec lui dans un autre océan, etc. Donc vraiment, il y a ça. Après, il y a des trucs très concrets. On a des sondes de suivi haute fréquence de l'état du lagon de Mayotte. On a été mettre à Moélie, on a donné et on a installé avec les gens du parc de Moélie les mêmes sondes dans le lagon de Moélie, de manière à ce qu'on puisse comparer ce qui se passe chez eux, chez nous, suivre le réchauffement climatique, etc., etc. On leur a fait une formation que nous on fait beaucoup ici sur le suivi des mammifères marins, comment on s'approche, quelle distance, etc. Et eux, ils nous ont beaucoup apporté sur comment justement... Pour construire une réserve de biosphère, on va discuter avec les populations pour que ce soit les villages
qui décident, les villages qui disent c'est mon environnement, c'est mon lagon, et je veux faire comme ça, et c'est cohérent avec la stratégie UNESCO. Christophe, parce que vous le disiez tout à l'heure, la démographie, elle n'est pas importante, on vit encore à l'ancienne. Un peu cru ce que je dis, mais c'est la réalité. Nous, on essaie de vivre déjà à demain, en fait. Donc, ce qui est possible à Moélie n'est pas forcément à Mayotte. Alors, on ne va pas tout copier, ça c'est clair. Par contre, ce qu'on peut regarder à Mayotte, c'est ce qu'il y a des zones, des villages, des endroits qui sont intéressés. On n'est pas obligé de faire une réserve de biosphère sur tout Mayotte. Small is beautiful, et il faut peut-être qu'on n'ait pas les yeux plus grands que le ventre. En tout cas, le parc marin, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est travailler sur la faisabilité de cette chose-là, sur une zone avec des partenaires qui sont intéressés. Vous avez compris aussi qu'il y a du terrestre. Donc le parc marin, lui, il amène l'idée, mais il va le faire en partenariat. Il va le faire en partenariat avec les institutions, avec le conseil départemental, avec le conservatoire du littoral, avec les communautés de communes. Le parc marin, il n'arrive pas avec la solution toute faite. Bien sûr. Il va nouer des partenariats. On va avoir un master 2 qui va venir, qui suit un master justement par les experts de l'UNESCO qui montent les dossiers. Donc il va venir faire une étude de faisabilité. On verra si on peut le faire ou pas. Si on ne peut pas le faire, on ne le fera pas. Est-ce que parce qu'on sait que chez nous, on a encore vraiment du mal à lutter contre ça, le braconnage par exemple, est-ce que c'est quelque chose ils peuvent nous apporter, ou c'est encore plus chez eux? Non, mais ils sont touchés par le braconnage aussi là-bas. Ils sont touchés par le braconnage, mais ils ont des villages qui s'organisent par rapport à ça. D'accord. Et ça vient de la population. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pas quelque chose qui arrive par. C'est ça la solution. La solution, c'est la méthode. C'est le parc marin, il a pas une vérité comme ça il sait pas. C'est pas un magicien, le parc marin. Le parc marin, il amène une méthode. La méthode, c'est, et souvent les gens, la méthode, c'est quoi? C'est de demander aux gens. Mais très souvent, ils savent très bien qu'à tel endroit, il ne faut pas pêcher à tel moment. Ils savent très bien, mais ils le savent. Ils sont là depuis des milliers d'années. Tout ça, ils le savent. Donc, on a juste à organiser tout ça, en fait. La connaissance, elle est là. Les Mahorais, ils savent. Ils ont envie d'avoir un beau lagon. J'en ai aucun doute. Et donc, il faut qu'on arrive à créer cette émulation. Et ça, c'est le boulot du parc marin. Le parc marin, ou les parcs marins, si on englobe celui de Moélie, si vous me l'accordez, Christophe. C'est pas que du scientifique, ça se visite aussi. Est-ce que c'est antinomique ou absurde de dire parc marin, tourisme? Non, le parc marin, c'est protection et développement. C'est protéger pour développer, et c'est développer en protégeant. C'est-à-dire c'est d'avoir une poule et de ramasser des œufs plutôt que de la tuer. C'est ça le parc marin. Voilà, on élève des poules pour avoir des œufs, on ne tue pas les poules. Voilà, c'est aussi bête que ça. On parle du lagon, vous l'avez dit tout à l'heure, avec le côté terrestre, notamment à Moélie. J'ai eu l'occasion de faire un reportage là-bas sur les chauves-souris, les Livingstone. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir ça, mais c'est magique. Ce sont nos roussettes à nous, mais géantes. Certaines font plus de 2 mètres d'envergure. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut protéger. Bien sûr, et ce qu'ils font dans la réserve de biosphère, ce qu'ils ont proposé à l'UNESCO, puisque ce n'est pas encore inscrit, puisque leur dossier vient d'être déposé, c'est par rapport à ces roussettes, par rapport à ces chauves-souris, c'est de les protéger et de valoriser avec du tourisme durable, de faire venir les gens, mais dans des conditions correctes, pour qu'ils voient effectivement, c'est un spectacle assez magique. Et voilà, vous avez de la biodiversité, vous avez la vie, et l'idée, c'est de l'utiliser pour vous-même vous développer tout en la préservant. C'est gagnant-gagnant. Pour conclure, vous disiez tout à l'heure que vous aviez plongé sur certains endroits. Il y a des endroits encore magnifiques qui sont rares. Vous parlez des différentes espèces que vous avez pu croiser. Mais il y a aussi des endroits où on voit nos coraux qui sont morts. Est-ce que c'est réellement à cause de la pollution ou c'est comme certains nous le disent, mais on ne sait pas, on n'a pas le El Niño, El Niña, les courants d'eau chaude. Est-ce que c'est lié à la pollution ou c'est la nature tout simplement? Alors, les coraux sont des êtres vivants, donc ils naissent, ils grandissent, ils meurent. Une caractéristique d'un être vivant, c'est qu'à la fin, il meurt. Oui, mais il se renouvelle aussi. Donc, normalement, il y en a d'autres qui poussent derrière, etc. Il peut y avoir des causes, naturelles, entre guillemets, liées au réchauffement climatique. Donc là, c'est le blanchissement des coraux. Donc, vous allez avoir des grandes zones qui vont devenir toutes blanches, mais ça repousse aussi. Alors, pas forcément les mêmes espèces, donc ça peut avoir des impacts. Et vous avez la pollution. Alors, la pollution, ça peut être, quand je parlais de l'eau marron tout à l'heure, quand ça se dépose, l'envasement, les coraux qui n'arrivent plus à respirer parce que la lumière n'arrive plus jusqu'à eux, ils n'arrivent plus à se nourrir. Donc la pollution peut jouer.
En fait, on fait des mesures là-dessus, ce qu'on appelle le taux de couverture corallien. Vous prenez une zone, un paréo, la taille d'un paréo. Ouais. Et le paréo, vous calculez quel est le pourcentage de coraux vivants et le pourcentage de coraux morts. Et bien ça, vous le faites tous les 200 mètres tout le long du lagon de Mayotte. Voilà. Et vous faites ça tous les 5 ans ou tous les 10 ans. On va le refaire cette année. On l'avait fait il y a 4-5 ans, on l'avait fait quelques années avant. Et ce pourcentage, si vous êtes à 10% de coraux vivants, c'est pas terrible. Si vous êtes à 90%, c'est rarissime, c'est exceptionnel. Si vous êtes à 40, 50, et là, les ça va. chiffres qu'on a, c'est quoi ? Ça va. C'est ce que je vous disais. Quand je vous dis qu'il y a encore des super coins, il y a encore des coins où il y a 80% de taux de couverture, où il y a du coraux vivant partout. Puis il y a des coins où ça commence à bien baisser. Ouais. Et ce qu'on voit au fil des ans, c'est qu'il y a de plus en plus de coins quand même où le pourcentage de coraux morts est important. Donc c'est là où on voit qu'il y a un danger, et c'est là qu'il faut qu'on travaille sur les bassins versants. Alors, c'est vrai que le travail que fait le parc marin, vraiment, il faut encore l'applaudir et l'encourager. Merci. Mais c'est vrai que le parc marin ne peut pas être partout. Moi, on s'aperçoit que, par exemple, quand c'est les marées basses, quand on suit le platier, quand on marche, on s'aperçoit qu'il y a encore des dames ou des gens, en tout cas, qui utilisent ces herbes pour tuer le poisson, attraper le poisson facilement, donc qu'on appelle en chemin le rouva. Donc, ils l'écrasent et puis ils le mettent dans l'eau et on retrouve... de poison, voilà, on retrouve toutes ces espèces mortes sur le platier, quoi. Et ça, malheureusement, le parc marin ne peut pas être partout parce qu'il y a encore des gens qui pratiquent cette pêche illégale, quoi. Le boulot principal du parc marin, c'est pour ça que je suis là, c'est d'essayer de convaincre, d'expliquer les conséquences à chacun de ce qui est fait, et d'essayer de convaincre d'arrêter les pratiques qui sont néfastes. Il y a des pratiques modernes, je pensais au plastique, etc., qui sont très impactantes pour le lagon, mais il y a aussi des pratiques traditionnelles qui avaient un impact sur le lagon depuis très longtemps. La difficulté, c'est que ces pratiques, quand il y avait 10 000 personnes à Mayotte, elles avaient un impact qui était acceptable pour le lagon suffisamment grand. Mais maintenant qu'on est plus nombreux, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Ouais. Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer aux gens. Il y a des choses qui étaient faites traditionnellement, qu'on peut continuer. Il y en a d'autres, vu le nombre, le nombre de personnes, etc., on est obligé de dire que ça peut plus continuer. Une réaction d'un auditeur. La différence entre Mohéli et Mayotte, c'est qu'à Mohéli, on accompagne la population, on tient compte de l'expérience de la population, alors qu'à Mayotte, tout vient d'en haut et on ignore les pratiques locales. On fait plus attention à la population de Mohéli que celle de Mayotte, si on en croit ces messages. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que le parc marin veut faire, c'est bien de demander à la population comment elle voit les choses. Ouais. Avec c'est pour être efficace. C'est simplement pour être efficace. On a beaucoup à apprendre des traditions locales. Mais bien sûr. Bien sûr. En tout cas, merci Christophe d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. On merci rappelle, vous êtes le directeur du parc marin. Et on était très, très contents de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.